Voilà. Sihia, merci, bonjour. Un grand merci. Alors, je vous rappelle qu'il a fait en fait le déplacement depuis Tanger, donc il doit être un peu fatigué, mais il est Marrakchi, donc il vient avec grand plaisir. Donc, moi, la première question, c'est Yahya Mbassi, justement, je viens de l'évoquer, on parlait justement du marketing digital, on parle du marketing de contenu et de la transformation digitale. On ne s'est jamais intéressé au marketing territorial, si vous voulez. Quelle relation allons-nous voir entre le marketing territorial et le marketing et le secteur du tourisme d'une manière générale et de l'hôtellerie? Bonjour, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs pour l'invitation. C'est un plaisir de renouer avec ma ville natale de Marrakech. Je remercie Monsieur le Président de la Fédération nationale, Monsieur le délégué régional, Monsieur le directeur de l'AFNI, le modérateur, les organisateurs et l'ensemble des participants de leur présence. Et donc, tout à fait, Monsieur Mustapha, le fait que l'on ne traite pas nécessairement énormément de la thématique du territoire est tout à fait naturel à certains égards, pour la simple raison qu'on considère que le territoire est une vocation spécifique à des organismes qui ont trait à développer, à promouvoir, à toucher le territoire. Et donc, un hôtel, dans cette composante du territoire, qu'il occupe, n'a pas, on va essayer de prouver le contraire, mais n'a pas à s'intéresser spécifiquement à la chose. Sauf que il y a une relation très étroite entre l'industrie hôtelière, c'est sûr, comme composante principale de la destination, cette fois-ci, et aussi, de l'autre côté, le territoire et la destination. Maintenant, il faut certainement tout d'abord différencier destination, territoire, composante, et les hôteliers présents parmi nous seront nécessairement intéressés de savoir quel intérêt devrait-il porter au territoire s'il devrait porter de l'intérêt au territoire. Donc ça serait un petit peu l'objectif de cette présentation. Très bien. Est-ce qu'en fait, il y a une relation? Parce qu'on a l'impression que quand on parle du marketing territorial, on parle plutôt d'un marché spécifique. C'est-à-dire, on parle plutôt du marché local ou marché domestique. Est-ce le cas ou est-ce peut-être ce marketing territorial aura un impact à la fois sur ce marché domestique et bien évidemment par la suite au marché international, qui est... C'est une très bonne question et ça nous permet d'ouvrir la parenthèse sur le premier point principal de cette thématique, de cette présentation. C'est pourquoi on n'est pas en train de parler du marketing de la destination, pourquoi on est en train de parler du marketing du territoire. La destination est très rattachée, elle est très rattachée au fait qu'on est dans une promotion touristique. On fait ressortir les potentialités de la destination, on fait ressortir les éléments vendeurs de la destination. Je dis que j'ai de belles montagnes, j'ai de beaux hôtels, j'ai des agences de voyage, j'ai des prestataires d'activités. Maintenant, quand je me tourne vers la destination, la définition, elle s'élargit un petit peu plus. Je commence à dire, je fais la promotion d'un territoire à travers l'ensemble des vecteurs d'attractivité qui existent. Et là, toute la différence du monde existe. Pourquoi? Parce que généralement, pourquoi on évite le territoire dans le secteur? Parce qu'on se dit, on est une destination, restons dans le focus destination. Mais quand je suis dans le territoire, je ne suis plus nécessairement dans une réflexion tourisme. Quand je dis réflexion tourisme, il faut nécessairement revenir aux définitions. Il faut nécessairement revenir à l'OMT, à l'Organisation mondiale du tourisme, à une définition de base très simple, qui est qu'est-ce que le touriste? Et c'est une définition qui a, croyez-le ou pas, qui a énormément impacté comment on fait de la promotion, comment on perçoit notre clientèle et comment on touche cette clientèle. Le touriste, selon l'Organisation mondiale du tourisme, c'est un individu qui sort premièrement de son environnement habituel, ce qui veut dire les locaux ne sont jamais considérés touristes s'ils viennent consommer une nuitée dans un établissement touristique. Problématique numéro 1. Parce que chez l'hôtel, ce local, même s'il y a la problématique des lois, etc., mais ça va être dépassé tôt ou tard. Mais quelqu'un qui vient consommer la prestation, pour l'hôtel, c'est un touriste. Pour les statistiques, c'est un touriste. Mais pour la définition, ça ne l'est pas. Donc on ne considère pas cette clientèle déjà, de par cette définition, on est dans une exclusion quasi automatique du local en tant qu'acteur principal de l'économie locale.
Ce qui est Excusez-moi, parce que ce que vous dites est très intéressant, parce qu'en fait, si on prend l'exemple de la France, qui est le premier ou la première destination mondiale en termes de touristes, ils sont à plus de 80 millions. On parle bien évidemment avant de cette fameuse crise sanitaire, mais en fait, ce qui est comptabilisé, c'est plutôt, justement, on a ces comment dirais-je, ces locaux, enfin, le tourisme domestique est comptabilisé dans les statistiques de ces 80 millions de touristes. Est-ce le cas? Est-ce que justement, est-ce qu'ils sont dans cette optique du marketing territorial? Est-ce que, d'ailleurs, les chiffres le montrent dans cette fameuse crise, que justement c'est le tourisme national, c'est le marché domestique qui a fait, en tout cas, qui a fait résister en fait le secteur dans cette première destination touristique. Tout à fait, tout à fait. Et au-delà je voudrais pointer du doigt, au-delà du touriste local, dans son sens touriste national, là on parle vraiment d'un touriste local aussi qui n'a même pas quitté son environnement habituel. Et on a vu sortir des mots pendant la crise comme le staycation, ça veut dire le séjour au sein de la destination où je suis. Ce qui veut dire, on s'est tourné, et l'un des acteurs principaux qui s'est tourné vers le staycation et qu'on trouvait dans la page d'accueil principale, c'est Airbnb. Ils ne sont pas dans la légalité, ils sont pas, mais ils sont intelligents dans le sens où ils se sont dit, nos sources de chiffre d'affaires sont en train de disparaître. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers cette clientèle qui ne veut pas quitter son environnement direct, son environnement habituel, mais qui a besoin de se divertir. Il y a pas mal de produits qui se sont bien développés, qui ont bien travaillé et qui ont développé leur clientèle pour intégrer, des fois pour la première fois, le fait que le local qui habite dans la destination, dans le territoire, est un client parmi les meilleurs, et parmi les plus disponibles et les plus proches. Donc c'est très important. Donc cette considération et cette définition est un obstacle, non pas un obstacle, mais quelque chose qui a façonné notre mindset, on va dire, dans notre promotion. Deuxième élément dans cette définition, qu'il ne faut pas oublier, c'est on définit le touriste comme quelqu'un qui passe au moins une nuitée, mais qui ne dépasse pas une année dans la destination. Ça, c'est la définition, encore une fois, de l'Organisation mondiale du tourisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il dépasse une année, l'environnement devient habituel. Et quand il devient habituel, on ne le considère plus comme touriste. Maintenant, ça, c'est la deuxième problématique. Pourquoi? Parce que automatiquement, si je dis que l'industrie qui est portée par les hôteliers à travers l'ensemble de l'offre commerciale, parce que l'hôtelier ne vend pas que les chambres. Ils vont l'animation, ils vont le restaurant, ils vont beaucoup de choses. Si on considère que l'ensemble de ces points de vente sont des points de vente où on veut attirer une clientèle et créer de la valeur pour l'établissement, créer de la valeur pour le territoire, on est automatiquement en train d'exclure dans la réflexion toutes ces personnes qui peuvent dépasser les 365 jours. Parmi ces personnes-là sont les investisseurs, les entrepreneurs qui s'installent au sein de la destination, les travailleurs délocalisés, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'entreprises qui ne donnent aucun obstacle, qui n'ont aucune problématique par rapport à la localisation de leurs salariés. Vous avez une entreprise aux US, vous pouvez travailler à Marrakech, comme vous pouvez travailler à Ouagadougou, personne ne va vous parler. Et la troisième cible qui est importante, c'est les étudiants. C'est les étudiants qui viennent s'installer ici, qui derrière eux, c'est des familles qui payent, qui financent, marocains ou internationaux. Mais pourquoi je parle de ces segments de clientèle? Enfin, c'est des segments assez vagues, mais pourquoi c'est important de parler de ces segments? Parce que automatiquement, quand je suis moins dans le tourisme, plus dans le territoire, moins rattaché à la destination dans son sens, est-ce qu'il y a le tourisme ou il n'y a pas le tourisme? Je m'ouvre automatiquement au fait qu'il y ait beaucoup plus de clients et beaucoup plus de segments de clientèle que ce qu'on croit attaquer, que ce qu'on croit cibler, que ce qu'on croit percevoir. Et donc là, c'est un obstacle qu'il faut dépasser, et cet obstacle se dépasse par le mindset avant tout. Ce n'est pas des changements structurels à effectuer au niveau des hôtels, c'est comme une réflexion à mener et se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de laisser de côté des segments de clientèle qui existent dans le territoire pour aller vers d'autres qui sont plus loin, qui créent de la valeur économique, c'est sûr, mais en fin de compte, on fait un calcul très simple. Quel client je peux ramener au moindre coût d'acquisition? Parce qu'il y a des coûts d'acquisition pour chaque client.
qu'on le veuille ou pas. Il y a des coûts d'acquisition, les salaires, les publicités, et donc, et entre l'acquisition et la fidélisation, automatiquement, on le sait tous, l'acquisition coûte toujours beaucoup plus cher que la fidélisation. Un client que je dois acquérir pour la première fois me coûte, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me coûte automatiquement, ça c'est prouvé, que ça coûte toujours plus que... D'ailleurs, on le dit purement dans le marketing, comment dirais-je, la rétention d'un client existant coûte beaucoup moins cher que l'attraction d'un nouveau client, bien évidemment. Eh bien, est-ce que ce client, justement, national, on va dire, au local, on peut le considérer comme un client qu'on peut retenir avant d'aller sur l'attraction d'un client international? Vous pensez que c'est plus de choses? D'ailleurs, avec comment dirais-je, le contexte actuel, doit-on se rediriger exclusivement vers ce client en un premier temps? L'exclusivité, non, certainement pas. Il est très difficile d'aller vers l'exclusivité parce que ça implique une rupture et je ne prône presque jamais les ruptures, personnellement. Il faut juste s'ouvrir sur de nouveaux horizons et se dire, attention, peut-être qu'on est en train de rater des clients à haute valeur ajoutée parce qu'on ne les considère pas dans notre mix marketing, automatiquement. Maintenant, on se demandera, on va se dire, mais attends, parce qu'il faut le dire, le marketing territorial est bien présent à travers plusieurs organismes qui le font journalièrement, que ce soit, on va dire, les CRI par exemple, c'est des acteurs de l'attractivité territoriale, ou les CRT, ou l'Office, ou l'Agence nationale du développement des exportations, Morocco Now, comme il s'appelle, etc. Donc les acteurs, ils existent. Mais en fait, il y a deux approches principales. Il y a une approche, est-ce qu'un acteur maîtrise le volet mercatique de la chose et les autres acteurs maîtrisent le volet hard skills et le volet accompagnement? Ou là, est-ce que tous ces acteurs occupent chacun une partie de leurs prérogatives afin d'avoir une promotion territoriale, un marketing territorial qui se complète? Donc ici, la question. Donc là, on parlait de deux écoles, on va dire. C'est une école qui regroupe l'ensemble des acteurs et qui font d'un seul acteur celui qui fait de la promotion territoriale. Et bien sûr, d'autres il y a une répartition des missions. La problématique avec la répartition des missions, elle est simple. C'est le fait que certains acteurs sont mieux outillés et plus préparés à faire de la promotion mercatique que d'autres. Par exemple, si on parle de Morocco Now, c'est des agences qui sont très bien outillées pour accompagner des investisseurs, pour parler à différents types d'industriels, pour aller dans des spécificités techniques. Ça, c'est un métier à part et un métier d'une grande importance. Mais la question, et ça ce n'est qu'une question, ce n'est pas un constat, je le dis, est-ce que nécessairement l'ensemble des acteurs ont la même force en termes de comment ils font la promotion et est-ce qu'ils ont la même maîtrise? Et ça, vous pouvez le voir, vous pouvez déduire vous-même la réponse à la question à travers comment chacun des acteurs fait cette promotion et comment chacun des acteurs applique son métier. Il y a toujours une différenciation, ça se voit. Maintenant, ce que je vous expose, c'est deux exemples, et pas plus. Deux destinations dans le monde, Helsinki et Rwanda. Helsinki qui est une ville, Finlande, et visite Rwanda. Pourquoi ces deux exemples? Pour dire qu'il y a un acteur territorial, l'une au niveau city, au niveau de ville, l'autre au niveau national, qui touche de façon transversale à l'ensemble des maillons de cette chaîne promotionnelle. Ils sont dans le territoire, pas dans le tourisme. Quand on regarde, ce que j'ai exposé ici, c'est simplement le menu du site web. Juste pour dire, parce que le menu du site web, c'est le premier indicateur sur qui je cible moi en tant qu'organisme. Donc Helsinki, on a Eat and Drink, See and Do, c'est-à-dire voilà ce qu'il y a à faire. On a Work and Study, travailler et étudier, c'est-à-dire je touche l'entrepreneur, je touche aussi l'étudiant. C'est une ambition très importante qu'il y a, c'est l'étudiant, il n'a pas de moyens. Non, l'étudiant, il ne travaille pas, il reçoit mensuellement de l'argent de la famille autour, etc. Donc, il dépense sans pour autant dépendre généralement. Après, on a Business and Invest. Et tout au long de votre navigation,
navigation après si vous visitez Helsinki. Tout au long de la navigation, vous allez voir qu'ils font ressortir ces exemples et ces cas d'école pour dire à tous les lecteurs, regardez, on est un territoire qui prend soin de ses entrepreneurs. On est un territoire qui a aidé cette entreprise à se développer. Un article qui m'avait marqué personnellement, c'est celui du fondateur de Angry Birds. Vous vous rappelez du jeu vidéo de Angry Birds, qui était basé à Helsinki, et il fait la promotion du territoire. Vous trouverez rarement la destination qui parle d'elle-même. Vous trouverez rarement la destination qui parle d'elle-même. Chaque fois que la destination veut parler, elle fait parler un local. Que ce local soit un danseur, qu'il soit un chanteur, un pianiste, un entrepreneur, un investisseur. Et ils font de sorte à ce que c'est cette personne-là qui dise à cette cible que porte Helsinki, regardez, pourquoi cette destination c'est la meilleure à visiter en ce moment. Pourquoi c'est la meilleure où il faut investir. Pourquoi c'est la meilleure pour l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est la meilleure pour les startups, etc., etc. Deuxième exemple, c'est celui de Rwanda, où on a sur le menu supérieur, si vous voyez celui en noir, vous avez Tourism Investments, Meet Rwanda, Rwanda Reopens Special Offer. Là, on est en train de toucher une chaîne de valeur plus élargie que on est dans le Visit Rwanda. Mais on n'est pas en train juste de toucher touristes, visiteurs. Je sais que devant moi, j'ai pas mal d'hôteliers qui vont vouloir exiger à savoir c'est quoi la relation du territoire avec eux. Ça viendra. Donc, et non, je parlais des publics. Tout à l'heure, on en parlait. Là, l'exemple de Helsinki et de Kyoto. Encore une fois, c'est deux cas d'école très intéressants. Comme je vous ai dit, pour Helsinki, ils font chaque fois parler les locaux pour promouvoir et vendre le territoire. Là, on a The locals tell the best stories of Helsinki. Et chaque fois qu'on entre, c'est du contenu très intéressant qui est quelque part organique, dans le sens où le lecteur, la cible, elle différencie entre... Si je suis un territoire, c'est automatique que je vais dire mon territoire c'est le meilleur, j'ai les meilleures montagnes au monde, j'ai le meilleur désert au monde, j'ai la meilleure nature au monde, j'ai les meilleurs hôtels au monde. Mais si c'est les locaux qui le disent de façon naturelle, généralement les locaux ne vont pas te dire on a les meilleurs hôtels, on a les meilleures agences. Les locaux vont par exemple te raconter une histoire sur son enfance dans le territoire. Et de cette histoire, automatiquement, on tire un certain nombre de valeurs et d'éléments d'identification au territoire. Et là, on est au cœur de la marque. Cette marque-là, ce qu'ils essaient, eux, de faire, c'est d'alimenter la marque avec ces caractéristiques qu'inspire ce contenu qu'ils créent. Et automatiquement, ils alimentent la marque, comme quoi les locaux sont contents d'être là, tout type confondu. Deuxième cas, c'est Kyoto. Kyoto, encore une fois, qui ont gagné pas mal de prix, juste sur le fait qu'ils mettent en avant les locaux pour raconter l'histoire. Raconter l'histoire, encore une fois, on n'est pas dans un travail mercatique classique, c'est le meilleur, on est les meilleurs. Non, c'est chacun raconte comment il vit la décision. Quelqu'un qui a un simple restaurant dans une ruelle quelque part à Kyoto raconte comment il a évolué dans son business, comment il a trouvé des difficultés, comment il s'est développé, comment il est arrivé à atteindre un niveau ou un autre. Et là, on est au cœur du storytelling. Pourquoi cet exemple est important? Parce qu'il faut que les hôteliers commencent à raconter des histoires. Les hôteliers vendent des chambres, ils vendent des restaurants, ils vendent de l'animation, des nightclubs, etc., etc. Mais ils racontent rarement des histoires. Vous allez me dire, mais quelles histoires on va raconter, nous, en tant qu'hôtel? On a 4 murs, on a de beaux lits, on a de beaux... Oui, mais c'est pas ça. Des fois, votre meilleure campagne mercatique, votre meilleure campagne en termes de marketing, elle peut être dépassée par une histoire d'une femme de chambre ou d'un réceptionniste qui raconte sa relation avec ses clients, ou qui raconte une seule histoire avec un seul client qu'il a eu, et comment cette histoire elle a changé la vie du client ou la vie du réceptionniste. Et ça fera toute la différence du monde par rapport à ce public-là que vous êtes en train de toucher. Parce que là, vous n'êtes pas en train de lui vendre le produit, vous êtes en train de le toucher dans ses sentiments, toucher dans l'émotionnel, et automatiquement, vous êtes en train de lui dire que notre hôtel, c'est plus qu'un hôtel. C'est une histoire qui se raconte, et on vous invite à venir pour en faire le compte. Lui faire vivre une expérience, en tout cas. Tout à fait. Et on est tout de suite entré dans le vif du sujet, mais je voudrais, en fait, parce que bon, ce que vous dites est très intéressant, je voudrais avoir un peu votre expérience vous-même en tant que
alors, on va dire en tant que client local, nous parler un peu. Bon, on sait que vous êtes de Marrakech, mais vous êtes installé à Tanger depuis un certain temps, et vous vous déplacez un peu partout. Vous pouvez nous parler un peu de votre d'une expérience par rapport à ceci, puis peut-être comment vous êtes passé du statut, on va dire, parce qu'en fait vous parlez des étudiants, c'est pour ça que c'est très intéressant. Peut-être votre statut étudiant, vous étiez en même temps un client, et puis maintenant vous êtes un entrepreneur. Nous parler un peu de ces expériences. Comment est-ce qu'il y a eu des offres justement qui étaient adaptées à n'importe quelle situation où vous êtes, et peut-être nous parler justement de votre activité d'une manière générale. Donc effectivement, en faisant le tour, en rencontrant des gens et tout, la chose, je le dis et je le redis parce que c'est important, la chose qui revient souvent, c'est que chaque fois qu'on va dans un territoire, on trouve des histoires. Et chaque fois qu'on trouve des histoires, on se demande est-ce que ces histoires sont mises en avant ou pas. Ça ne veut pas dire des histoires d'elle, cette entreprise, elle a été fondée en 1959, non, c'est pas ça. C'est des histoires qui... le client se lasse plus rapidement des caractéristiques techniques d'un hôtel qu'il se lasse des histoires que raconte un hôtel. Je parle hôtel, je parle territoire, là où tu vas. Et là où tu vas, c'est pas mal de storytelling qui n'est pas fait. Et donc effectivement, c'est la première chose qui ressort à chaque fois. Moi, en tant qu'étudiant, je pense comme beaucoup d'étudiants, parce que j'ai étudié à Tanger, on avait le budget qu'on avait. Mais même avec ce budget qu'on avait, on consommait là où il faut consommer, selon les budgets. Là, on n'est pas en train de dire il faut adapter les offres aux étudiants. Non. Il faut juste prendre en considération certaines catégories d'étudiants selon la gamme du produit que l'on est en train d'offrir. Il y a une correspondance, quelque part. Et je parle étudiant, je parle investisseur, je parle entrepreneur. C'est un exemple, comme vous l'avez vu pour Helsinki, ils savent que ça consomme, ça sort, ça va au restaurant, ça cherche de l'animation. Et donc, ça crée un public qui est tout à fait intéressant. Donc, mon histoire est certainement la même que plusieurs d'entre vous en tant qu'étudiant, surtout quand on quitte notre ville natale pour le faire. Et voilà. Et donc, toujours dans cette même lignée, sur le public. Toujours sur le public, encore une fois, comment les histoires on fait ressortir les histoires. Là, sur Helsinki, on parle de staycation in Helsinki. Encore une fois, ça reste très important parce qu'ils savent, ils sont conscients que le local direct, pas le local national, il est d'une très grande importance et il faut commencer à le toucher. Deuxième élément, c'est Working in Helsinki, et on a le fondateur de Angry Birds, Studying in Helsinki, Quick Guide, How to Find Work in Helsinki, carrément. C'est-à-dire, on encourage les expatriés, on encourage la consommation, on encourage la création de la valeur. Maintenant, quelle relation entre l'hôtel et le territoire ? La relation, là je vais mettre en avant un aspect très important de l'hôtellerie en général, ou de l'industrie hôtelière, et je vais prendre l'exemple des stations balnéaires. On est dans un secteur qui est assez spécial, où quand on n'a pas assez de concurrence, la destination cette fois-ci, et non pas le territoire, n'arrive pas à décoller. Ou la décolle difficilement, sauf quand on est dans des niches très spécifiques. L'exemple des stations balnéaires, on a Lixus avec un seul hôtel, Tarazout ça a bien marché, on a les deux exemples, on va prendre le Lixus et le Tarazout. Tu as une station qui crée du bruit, qui commence à marcher parce qu'il y a pas mal d'hôtels qui s'installent dans le territoire. Tu as une ou un seul hôtel s'installe, donc l'attractivité n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'un seul hôtel ne fait pas une station tout entière. C'est ça la problématique. Pourquoi je mentionne cet exemple-là ? Pour dire que si on était dans un secteur où on construisait des portes, on faisait de l'aluminium ou autre, quand une usine qui fait la même chose s'installera près de moi, c'est un concurrent qu'il faudra écraser coûte que coûte. Quand un hôtel et l'autre s'installent à côté de moi dans notre industrie, c'est de l'attractivité qu'on est en train de gagner collectivement. C'est vrai qu'il y a de la concurrence sur certains segments, mais sans cette concurrence-là, sans ces hôtels, sans ces acteurs-là, on n'est pas dans un territoire, on n'est pas dans une destination assez attractive.
Et vous l'entendez souvent, ce tour opérateur ne veut pas programmer la destination parce que la capacité n'est pas assez intéressante. La taille critique n'est pas au rendez-vous. Donc, ceci est une spécificité très intéressante. Et le territoire se construit par cette masse critique d'offres en termes d'hébergement. Il est nécessaire de se détacher de certaines définitions. Ces définitions-là, c'est celles dont je parlais tout à l'heure, quand je disais c'est quoi le touriste, et c'est quoi la relation du touriste avec la destination, et pourquoi on est resté rattaché longtemps à cette définition de ce qu'est un touriste. Parce que oui, on a la définition du touriste, on a celle du visiteur, on a celle de l'excursionniste, mais là, on touche le voyageur dans son sens le plus large. Maintenant, quelle piste de développement ? Pour faire ces pistes de développement, pour proposer des pistes de développement humblement à l'ensemble des hôteliers qui sont là, un petit rappel très rapide des 4 phases principales par lesquelles passe, on va dire, le voyageur lambda. Ces 4 phases peuvent être 6 phases, peuvent être 7 phases. Le détail, il varie. Moi, j'ai préféré 4 phases, juste parce que c'est assez résumé. Et ce client lambda, il passe par 4 phases. Une phase d'inspiration, où il est à la recherche de l'information, il est à la recherche du déclic. Une phase de planification, où il est en train de planifier. Une phase de réservation. Et une phase de visite. Il est dans la destination. Vous l'avez deviné probablement, les pistes de développement proposées seront des pistes relatives à chacune de ces phases, où l'hôtelier peut jouer un rôle en tant que vecteur du territoire pour l'attrait et pour répondre aux besoins de la clientèle, aux besoins des prospects selon chacune de ces phases. Premièrement, il faut apprendre à mieux inspirer. Pour apprendre à mieux inspirer, il y a des techniques assez classiques connues, mais qui ne sont pas adoptées. Et il y a d'autres qui le sont moins. Tout d'abord, il faut capitaliser sur le contenu du territoire. Le territoire Marrakech, Casa, Rabat, Tanger, et ses acteurs, l'ensemble des acteurs, ils créent du contenu. On ne capitalise pas sur ce contenu-là. L'exemple qui revient souvent, juste pour caricaturiser, c'est l'exemple de la longueur de l'Qtbiya. Chacun a un chiffre, chacun a une donnée, mais il y a une source fiable qui est ce territoire, qui est ces acteurs institutionnels, dont le rôle, la responsabilité et ce qu'ils font déjà, c'est collecter cette information, l'uniformiser, la traiter et la touristifier quelque part. Donc ça c'est un. Capitaliser sur l'open data et s'ouvrir sur le monde, ça c'est 2. Dans le sens où vous êtes des créateurs de contenu, vous aussi. Mais de l'autre côté, le territoire, en même temps, il a des photos, il a des visuels, il a des vidéos, il a. Il faut créer cette culture de l'open data où on partage l'information et elle n'est plus restreinte. Si on était dans des secrets industriels, ça se comprendrait. Mais on est dans une industrie où plus l'information est divulguée, plus elle est ouverte, plus le client s'intéresse et plus j'arrive à toucher de nouvelles personnes avec de nouveaux outils. Troisièmement, investir dans de nouveaux formats de contenu et renforcer les formats classiques. Investir dans de nouveaux formats de contenu, c'est le nouveau format, les social media, les reels, les machins, mais sans oublier un format classique, personnellement, que je trouve est assez omis, qui n'est autre que le texte. Et le texte, non seulement pour dire que mon hôtel, il a 40 chambres, 50 chambres, 200 chambres, etc., mais le texte, encore une fois, comme on l'a dit, pour raconter des histoires, pour toucher de différentes façons mon public cible. Et le texte, il est très important, c'est parce que ça me permet de mieux me positionner par rapport à ma concurrence. Ce que j'ai dit tout à l'heure, moins de ventes, plus de comptes. Et ça rime en plus. Il faut, pas dans le sens, il faut être moins commercial, mais dans le sens, il faut rééquilibrer en partageant avec ces autres humains que je touche, parce que je ne touche pas des robots, je touche des humains. Il faut les toucher avec des choses au-delà de l'infrastructure, qui est importante, qui est un critère de choix, mais qui n'est pas le seul critère de choix, et je dirais c'est l'un des critères de choix. Et finalement, donner de la visibilité aux produits dans la publicité du DMO et de l'office du tourisme. Le DMO, c'est la destination. Donner plus de visibilité aux produits. Et là, c'est une problématique qui est spécifique à notre marché. Je vais vous l'expliquer. Généralement, quand on fait des publicités portées par des institutionnels, on va dire ça comme ça, ou là des marques qui sont spécialisées dans la promotion du territoire, on fait très attention à ne pas mettre en avant un acteur et pas un autre.
Pourquoi? Parce que les autres acteurs vont se dire pourquoi cet hôtel a été mis en avant, pourquoi ce territoire a été mis en avant. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de créer du contenu que va voir le visiteur, va voir le touriste, le prospect, sans pour autant lui dire regarde, le produit, là, tout d'abord, moi en tant que prospect, qu'est-ce qui me dit que ce produit déjà existe? Parce qu'on a cette problématique, on met en avant beaucoup de potentialités. Un exemple, on met en avant de la spéléologie. Tu dis aux gens, tu mets des vidéos avec des gens qui font de la spéléologie, c'est magnifique, c'est super. Après, il veut venir faire de la spéléologie, on lui dit, il n'y a pas de prestataire certifié avec les assurances nécessaires pour faire la spéléologie. Donc automatiquement, le visiteur se dit, pourquoi on me fait de la promotion d'une activité comme ça s'il n'y a pas de prestataire derrière? Cet exemple, pour le généraliser, quand on fait de la promotion, il faut que dans le territoire, on commence à s'acclimater, trouver un système qui satisferait l'ensemble des opérateurs, qui permettrait de commencer à dire à ses prospects, regardez, ça, ce produit, c'est le produit de X, ce produit, c'est le produit de Y. Et un exemple qu'on va voir tout à l'heure, c'est Las Vegas qui n'ont aucun scrupule à le faire. Ils mettent en avant les hôtels, ils mettent en avant les restaurants et les bars des hôtels, ils mettent en avant les activités hors hôtel, ils mettent en avant les produits. Et ils les nomment. On n'est pas dans de l'anonymat, cet anonymat, il est là pour des raisons plus, pour ne fâcher personne, mais en même temps, si on est dans des objectifs de développement marketing, il faut commencer à trouver des ententes. Aider à planifier, qui est la phase numéro 2. L'aide à la planification ne doit pas concerner seulement l'établissement d'hébergement touristique, dans le sens où, généralement, encore une fois, puisqu'on est face à pas mal d'hôteliers ici, l'hôtelier joue un rôle d'aide à la planification par rapport à l'hébergement où est le lieu de séjour, où sera le prospect. Et ça, c'est une opportunité de rater dans le sens où, quand j'arrive, moi, en tant que prospect, sur le site de l'hôtel, j'arrive sur le site de l'hôtel, entre autres pour le réserver, mais qu'est-ce qu'il perd cet hôtel à me dire, regardez tout ce que vous pouvez faire dans cette destination à partir de mon hôtel. Je peux utiliser la localisation de mon hôtel, je peux utiliser tout ce qui est proche de mon hôtel, je peux utiliser mes propres activités, mais il faut qu'on commence à faire projeter les prospects, même si je suis dans une vente d'un seul produit, mais je suis un acteur d'un écosystème qui est assez élargi. Et dans cet écosystème, je ne suis pas seul et je me vends que quand les autres sont assez vendeurs. Et je ne serai jamais vendu si les autres ne sont pas assez vendeurs. Ou l'a rarement vendu, pour ne pas être dans les généralisations. Deuxièmement, assister le prospect pour se projeter dans la destination, dans le sens où on propose du contenu hôtel, autre contenu restaurant, proposant du contenu monument, proposant du contenu... C'est pas la peine de le créer, c'est des budgets de plus, il faut juste utiliser le contenu existant. Il faut capitaliser sur ce contenu, l'intégrer tout simplement. L'objectif n'est pas nécessairement, quand on copie, l'objectif n'est pas d'avoir un bond important dans le référencement, mais c'est juste que moi, qui veut faire un direct booking via le site de l'hôtel ou via autre, je trouve de l'information qui m'intéresse au-delà des paramètres de l'hôtel. Offrir de nouvelles générations d'outils et capitaliser sur les outils existants pour meubler des jours et des semaines au sein de la destination. Dans le sens où il y a un service qui a été acheté par Google et proposé gratuitement pour l'instant. Il y a d'autres services propres à certaines destinations qui te permettent en tant que prospect de planifier du jour 1 jusqu'au jour 20 ton séjour et dire je veux faire ça, faire ça, faire ça. Et on te propose et on te dit ajoute, enlève, etc. Vous n'êtes pas un acteur qui vend un produit, vous êtes un acteur à travers lequel se vend une destination. Il faut toujours s'en rappeler. La destination vend l'hôtel, désormais l'hôtel doit vendre la destination. Comme on l'a dit, l'hôtel ne doit pas rester un vecteur dans la destination, il doit être un promoteur de cette destination. Et c'est là où le rôle s'inverse un petit peu. S'inverse dans le sens où on s'attendait toujours du territoire à nous ramener les touristes et nous, on prend le flambeau et on va vers la concrétisation de la commercialisation. Là, il faut faire le contraire. Il faut aller vers la concrétisation de la commercialisation, mais à travers la promotion du territoire et l'ensemble de ses spécificités pour convaincre, pour aider, pour faire projeter, pour augmenter la durée de séjour. Les objectifs sont multiples. Et créer des liens de co-marketing. Et là, c'est le rôle bien-être comme les opérateurs. Créer des liens de co-marketing entre opérateurs et DMO et territoire. Partager les données, retargeter les cibles, avancer dans la prise de décision. Je vous explique ça de façon très facile et très simple.
Là, c'est juste un exemple pour bien comprendre la chose. Disons, l'hôtel X reçoit un certain nombre de visiteurs d'une certaine catégorie. On va dire un hôtel au prix assez cher. Donc, c'est un certain type de prospects qui viennent vers cet hôtel-là pour chercher, généralement, on va dire, pour chercher, pour naviguer et qui passent X minutes. Ce genre de données, il est intéressant aux prestataires de services qui vendent des prestations qui sont assez chères, qui sont réservées à une catégorie de clientèle, on va dire CSP+, ou autre. C'est dans le sens où c'est réservé à une catégorie de clientèle qui sont capables de se permettre d'acheter, de consommer à un haut niveau. Et ces deux acteurs gagneraient énormément à partager des données entre eux, dans le sens où je ne partage pas le nom de mon client, ou là je n'ai même pas besoin de savoir c'est qui ce client. Au-delà de ça, je n'ai même pas besoin d'avoir une réservation de ce client. J'ai juste besoin de créer des liens de co-marketing et de partage de données avec d'autres acteurs qui me complètent, afin que quand X entre, encore une fois je simplifie, sur le site, j'arrive moi Y à le cibler avec mes services, parce qu'il correspond à mon public. Et ces liens, plus ils se créent entre les opérateurs, et ça c'est le rôle des opérateurs au sein du territoire, plus ils se démultiplient entre les opérateurs, plus j'arrive à toucher une clientèle beaucoup plus précise. Et je perds beaucoup moins d'argent dans des publicités généralisées afin de toucher quelqu'un, je le recible et je le recible. Là j'ai un public qui est bien soigné, je partage des données, on partage de l'autre côté, je peux même partager des données si j'en ai une masse contre une commission, contre une rémunération. On est dans une phase où on est capable de suivre le prospect, même la première fois qu'il rentre, jusqu'à ce qu'il convertisse son achat. Après, encourager à réserver. La réservation, vous la faites tous. Vous avez tous vos hôtels, vous avez tous vos moteurs de réservation. Je ne vais pas parler de cette facette-là. Vous la maîtrisez déjà, au moins vous la connaissez. C'est renforcer les réservations directes, ça c'est très important parce que le monopole de Booking et de Expedia se casse petit à petit, entre autres avec l'avènement des Google Hotel API qui te permettent dans la page d'accueil, tu avais toujours Booking en premier. Maintenant tu as Booking et de l'autre côté tu as Booking Expedia, le site web de l'hôtel directement. Et ça, c'est non seulement le renforcement de la réservation directe, mais le renforcement de la collecte des données. J'ai l'email, j'ai la provenance, j'ai les préférences, j'ai la taille de la famille. Et je peux adapter ma promotion et mon marketing à ces cibles-là qui réservent directement chez moi. Et plus d'autres données que je peux collecter au fur et à mesure selon le comportement de visite. 2. Exiger plus de sa stratégie d'influenceur. Vous faites tous... vous invitez tous des influenceurs pour qu'ils font la promotion de l'hôtel, pour qu'ils fassent des stories, qu'ils prennent des photos. Mais à mon sens, certaines fois, encore une fois, pas de généralisation, on est un petit peu sporadique dans cette stratégie d'influenceur, dans le sens où on se dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais inviter un influenceur pour qu'il me fasse de la publicité. Et là, c'est une approche qui est désorganisée dans le sens où je ne sais pas pertinemment pourquoi j'ai cet influenceur. Est-ce que j'ai cet influenceur parce que j'ai besoin de booster ma marque? Est-ce que ma marque n'est pas assez connue sur certains marchés spécifiques et j'ai besoin de renforcer la marque? Et dans le cas où je vais travailler avec cet influenceur, je vais lui dire, regarde, priorité numéro 1, c'est la marque. Et je dois communiquer à la marque avec ses vecteurs, avec ses potentiels, avec sa personnalité, avec l'ensemble des éléments d'identification. Où là, mon objectif, c'est plus un objectif commercial. Je veux un influenceur qui me vend mon produit. Et dans ce cas-là, je le vois souvent dans les invitations qui se font, on ne fait pas le suivi de l'impact. On se dit, le taux d'occupation, il a augmenté par rapport à X, donc Y, c'est lui, grâce à lui qu'on a eu l'impact. Alors que non, vous avez des outils très simples, dans tous les sites pratiquement, pour pouvoir tracer l'impact de l'influenceur. Généralement, les produits de beauté et tout, qu'est-ce qu'ils vous disent? Tu as eu l'influenceuse, l'influenceur, il vous dit, etc. Et utilisez ce code-là, promo, pour avoir l'offre X. Le code promo, à quoi il sert en fin de compte? Parce que le code promo, vous pouvez googler, trouver le même. Il sert à savoir, est-ce que cet influenceur, est-ce que ce canal-là m'a ramené ce ROI, ce retour sur investissement ou pas? Je mets des liens spécifiques, je mets des codes promo spécifiques, rien que pour pouvoir avoir une traçabilité par rapport à l'impact de mon approche influenceur. La leçon ici, c'est qu'il faut être un peu plus
organisé dans notre stratégie d'influenceur. Inviter, c'est bien, mais inviter avec une raison, c'est encore mieux. Troisièmement, renforcer le cross-selling du territoire. Je le mentionnais tout à l'heure à travers le co-marketing, mais aussi le cross-selling. Quelqu'un a conclu la vente chez moi, je peux vendre d'autres partenaires et d'autres offres à travers des partenaires locaux, ou là d'autres circuits, ou là d'autres activités, pour, tant que le client il est dans l'acte d'achat, faisant en sorte qu'on maximise l'achat qu'il va faire. Et quatrièmement, mieux comprendre le comportement et chercher de nouvelles manières de cibler. Et là, je vais mentionner l'exemple d'une chaîne, dont je ne me rappelle pas le nom, ce n'est pas au Maroc, qui était très futée. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas une seule manière de cibler et de vendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette chaîne-là, ils étaient confrontés, la destination, elle était confrontée à des annulations en masse des vols parce qu'il y avait des intempéries, des conditions météorologiques qui n'étaient pas bonnes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sur le champ programmé une campagne promotionnelle ciblant l'ensemble des clients qui sont bloqués dans les aéroports pour leur dire offre spéciale, moins de 40% pour ceux qui ont leur vol retardé d'une journée. Et automatiquement, le retour sur investissement, il a été swift, il a été sur le champ. Sur le champ, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de réservations qui sont arrivées. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'il y avait une veille, on comprenait le comportement client, on comprenait le besoin client et on faisait un petit suivi. Il n'y a pas une seule manière de commercialiser, il y a différentes manières, il faut juste être assez futé, guetter les opportunités. Des fois on guette des événements pour modifier des tarifs, maintenant guettons d'autres événements dans le sens le plus large pour pouvoir commercialiser. La dernière diapo, c'est celle de l'exploration de la destination. 2 minutes. Donc, créer des réseaux territoriaux d'assistance aux clients et prospects one-to-one. Et là, c'est une proposition que je vous soumets, dans le sens où vous êtes des opérateurs, vous êtes des professionnels, vous êtes des connaisseurs. Qu'est-ce qui empêcherait de capitaliser avec certaines conditions? Les conditions sont toujours là. Quand on crée des réseaux, quand on crée des systèmes comme ça, les conditions sont des prérequis. On ne parle pas de ça. Mais capitaliser sur le fait qu'on a tous un métier et une maîtrise de la chose afin d'offrir de l'assistanat individualisé à une clientèle. Ce genre d'action n'a pas nécessairement un impact commercial, mais l'impact indirect que ça crée au niveau d'une destination est très important. Rien que le bouche à oreille que ça crée, l'assistance que j'ai eue en tant que touriste en allant sur la destination, je ne l'ai jamais eue dans n'importe quelle autre destination où j'ai voyagé, c'est important. Ne pas perdre le fil avec le client et comprendre son comportement dans la destination à travers des outils existants à créer. Dans le sens où les destinations généralement qui créent des applications mobiles. Il faut que les opérateurs puissent s'intégrer et trouver des formules de partenariat afin de pouvoir suivre le parcours de l'utilisateur anonymisé pour ne pas savoir X, Y ou Z, ce que font d'autres destinations. On n'est pas en train de réinventer la roue, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ma clientèle, je veux savoir comment elle explore la destination, comment elle la découvre et comment je peux adapter mes produits par rapport à son comportement. Je peux faire le suivi au fur et à mesure qu'il visite la destination, qu'il prenne des taxis ou là qu'il marche ou qu'il consomme. C'est quoi les restaurants où ils consomment? C'est-à-dire ils ont une préférence. Ce pays a cette préférence, ce pays a cette préférence. Donc je peux mieux capitaliser. Et capitaliser sur la technologie et le know-how du territoire afin de proposer des solutions aux clients allant lui faciliter sa découverte. On gagne tout en mettant en avant les technologies existantes pour lui dire, regardez, vous avez cette application pour vous aider à circuler sans connexion parce que je sais que vous venez de la Belgique et le roaming il est cher, donc c'est gratuit, c'est offline, explorez comme vous voulez. L'application collecte, en même temps le client est satisfait et je partage. Donc là, c'est des cas d'école que je vous inviterai par la suite à regarder, comment les opérateurs ont capitalisé sur leur rôle afin, bien sûr en partenariat avec le territoire, afin de mettre en avant des histoires. Je vous ai dit, il faut raconter des histoires. L'un des meilleurs cas d'école pour raconter des histoires, c'est la campagne United Stories. Donc là, il y avait... Pardon. Là, c'est par exemple quelqu'un qui a un whisky business à Nashville et qui raconte le territoire à travers son business. C'est ce qui est très pertinent parce que ça crée de l'impact. Et là, le deuxième, c'est la restauration à Austin, Texas. Comment un restaurateur raconte cette fois-ci la destination. Et c'est des histoires qu'on retrouve chez chacun d'entre vous en mieux et en meilleur.
Et là, le cas de Las Vegas, comment ils vendent le produit nominativement. Ils ne se cachent pas derrière des généralités, ils sont très précis à certaines fois. Donc, vous pouvez regarder ces campagnes par la suite. Et la dernière, ce que j'allais vous proposer, c'est des fois les destinations et les territoires et les opérateurs peuvent totalement sortir du réel et partir à l'imaginaire, qui est ce café Travel Oregon qui ont complètement dessiné le territoire. C'est l'une de mes campagnes promotionnelles favorites pour dire voici le produit que nous avons, mais d'une façon mystifiée, magnifique, qui n'existe pas. On a des dragons qui sortent, on a des lapins géants, mais en même temps, je veux alimenter ma marque et je veux dire ma marque, elle est magnifique, mystifiante. Je le dis à travers ce contenu. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Et bien sûr, si vous avez des questions par la suite, je demeure à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, si Heleb. Merci. Moi, avant de donner la parole au public, je voudrais juste que vous nous parliez en 1 minute, s'il vous plaît, de votre... on sait que vous êtes le CEO du Casbah Tourism Development. En 1 minute, s'il vous plaît, qu'on puisse avoir une idée sur... En fait, je suis effectivement CEO de Casbah Tourism Development, qui est une entreprise spécialisée dans la promotion et le développement, la promotion marketing, développement touristique. Je travaille avec plusieurs territoires marocains, mais aussi plusieurs acteurs privés. Et en même temps, je fais un métier de passant. J'enseigne part-time à l'Institut de Tourisme, où j'ai comme matière d'ailleurs le marketing territorial. Et donc ça, c'est mes 2 dadas dans la vie, on va dire. Donc vous êtes lauréat d'ailleurs, hein, c'est ça, les ITA. Exactement, je le suis. Je suis lauréat de l'Institut. Merci encore. Merci. Alors maintenant, je voudrais... est-ce que vous avez des questions pour notre intervenant, c'est l'Embassi? Avant de... Yes. Micro, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre intervention. Monsieur Yahya, vous avez parlé de beaucoup de choses qui sont très intéressantes, surtout pour le marketing territorial. Mais est-ce qu'il y a une législation touristique qui est compatible avec ce que vous venez de dire? Et merci. La dernière partie, M. Smehli, si vous pouvez. Est-ce qu'il y a une législation touristique qui est compatible avec le tourisme territorial? Est-ce qu'il y a une digitalisation, c'est ça? Non, législation touristique. Voilà, c'est très important parce que je veux vous dire une chose. Moi, je suis un agent de voyage, donc ça fait 3 ans des groupes japonais qui viennent pour un tourisme scientifique. Ils veulent chasser les papillons dans la région du Haut-Atlas. C'est très difficile de pénétrer et d'avoir une autorisation. Donc, c'est la question pour laquelle je vous sollicite de bien vouloir donner, est-ce qu'il y a une compatibilité entre ce qu'on fait et ce qu'on doit faire dans le futur. Et merci. Merci à vous. Effectivement, l'aléa juridique est toujours omniprésent. L'aléa juridique est omniprésent dans les cas que vous avez mentionnés, celui de... je ne sais pas comment appeler ça, la recherche des butterflies, des papillons. Je voulais dire la chasse, mais ça aurait été un petit peu virulent, en tout cas. Mais une chose est certaine, c'est ici ou ailleurs, il faut le dire, au Maroc ou ailleurs, il y a toujours des restrictions par rapport à certains types d'activités. Il est sûr et certain. Maintenant, ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer dans sa mouvance et dans sa promotion rattachée au territoire, mais aussi rattachée aux produits, rattachée aux clients, juste parce qu'on a des blocages. Parce que ces blocages, certaines fois, sont des opportunités. Je renverse la chose. Vous qui êtes agent de voyage, c'est une opportunité pour vous. Quand les hôtels vont commencer à faire du cross-selling et vendre des circuits, une fois le client a conclu son achat de la chambre, c'est normalement, selon la juridiction existante, entre le réel et la juridiction, il y a toujours des différences, mais ça vous permet, vous, en genre de voyage, de vous positionner en partenariat avec un certain nombre d'hôtels, parce que obligatoirement, l'hôtel devra passer par l'agence, parce qu'il ne peut pas vendre de paquets sans vous. Et donc, effectivement, les alliés juridiques existent. Des fois, ils sont à votre avantage, des fois, ils sont à votre inconvénient, mais ils ne doivent jamais être un blocage pour nous empêcher d'avancer. C'est ça le plus important. Merci.
Merci beaucoup. D'autres questions? D'autres questions pour notre intervenant? Parfait, ben c'est qu'on a tout compris. Merci beaucoup aussi, Abassi. C'est une autre question. Vous avez parlé de... Est-ce qu'on peut, par exemple, dans l'avenir, de réduire la taille des hôtels pour que l'hôtel ait beaucoup de chances de faire un bon marketing et de commercialiser, par exemple, des choses qui sont un peu propres à l'environnement. Donc, vous avez parlé de storytelling, par exemple à Helsinki ou bien... Donc, est-ce qu'on a cette culture au Maroc pour benchmarker, par exemple, le Helsinki? Et merci. Je dirais que oui, on a la culture. Je ne suis pas négativiste généralement. On a une des plus belles cultures à compter. Oui, et au-delà de la culture, au-delà de, malheureusement, au-delà de la folklorisation qu'on fait quelquefois de la culture, c'est des histoires de personnes et des histoires de groupuscules et des histoires d'individus qui font la différence. Donc la culture, elle existe dans le monde. Elle existe au Maroc. Certains acteurs sont dedans, sont dans le storytelling, sont dans la mise en avant de ce qui les rend les meilleurs. Ce n'est pas la règle, mais le développement, il est là, la conscience, elle est là, et la prise de conscience à travers des événements comme celui-ci ou d'autres, c'est ce qui est important. Après, réduire la capacité n'est pas une condition, je dirais. Certains réduiront la capacité s'ils se disent « demain, je veux être beaucoup plus réduit à taille humaine et je veux offrir, je veux être moi directement confronté au client. Je ne peux pas le faire à 500 chambres, mais je peux le faire à 50 chambres. » Mais ça, c'est un arbitrage qui revient à celui qui gère la structure. C'est un arbitrage, c'est une décision. Et une décision ou une autre, d'aucune n'est mauvaise et d'aucune n'est extrêmement bonne. Chacune présente des challenges, chacune présente des avantages. C'est sûr et certain. Mais chacun, selon ses moyens, selon les prérequis qu'il a, selon les moyens, selon les ressources, selon son environnement interne et externe, décidera de la meilleure façon de mettre en avant son storytelling, de mettre en avant ses potentialités et dire voici où je suis meilleur, mieux, mais voici les meilleures histoires que j'ai, que je ne raconte pas et qu'il faut commencer à raconter. Et donc, tout le monde, chez tout le monde, comme dans des hôtels vous pouvez des fois trouver des histoires chez vos clients, vous pouvez le trouver chez votre staff, vous pouvez le trouver chez des fournisseurs, quelqu'un qui vous vend du poisson, ou qui vous ramène, je ne sais pas, de Sidi Eli ou n'importe quoi. Vous pouvez trouver chez avec le livreur une histoire qui permettrait de lier le client à l'établissement ou au produit que vous vendez. Et donc, il faut juste chercher. Et autour de nous, il y a toujours des histoires à raconter et on est في البلاد ديال الحكايه والبلاد ديال où il y a la culture ديال الحلقه et c'est ici que ça doit commencer. Ça ne doit pas commencer ailleurs, ça doit commencer ici. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions, messieurs, dames? Micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier Cél Passy pour la qualité de l'intervention, surtout pour un sujet qui est très très intéressant, le marketing territorial. Je pense même au niveau de la recherche scientifique, il y a un vide flagrant sur cette partie-là. C'est vrai qu'on fait du marketing digital, on fait du marketing fondamental, mais le marketing territorial, on a encore un vide flagrant au niveau de la recherche scientifique. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, qui est le garant, quelle est l'institution compétente qu'on va dire, qui va superviser ou qui est responsable de ce marketing territorial? Parce que quand on est du marketing fondamental, par rapport au territoire, d'abord il faut définir le territoire. La définition du territoire, c'est pas dans une délimitation géographique, mais c'est par rapport à une richesse, c'est par rapport à une offre, ce qu'on avait appris en économie du tourisme, c'est une offre originelle. Donc, c'est pas une délimitation, comme je dis, du frontière, mais c'est une offre. Par exemple, si on prend le cas de Marrakech, ma question
Ma question par rapport à la marque de Marrakech, est-ce que vous avez fait des recherches ou sur une autre destination, vous êtes originaire de Marrakech, est-ce que vous pensez que si on arrive à créer une marque au sens marketing de la chose, pour Marrakech, pour fédérer toutes les institutions qui opèrent dans le domaine du tourisme et dans d'autres domaines. Si on dit par exemple la marque au sens, on va dire au sens marketing du terme, il fédère tous les départements de l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une marque pour Marrakech comme première destination du Maroc, pour que ça soit un élément fédérateur de la wilaya, les institutions, les associations, tout le monde travaille dans on va dire, dans une perspective, dans une marque. Est-ce qu'on peut faire ça? Et quelle marque pensez-vous que ça sera un bon élément, un bon geste marketing pour la destination de Marrakech? Merci. Vous soulevez pardon, un point très, très important, celui de la marque, mais non seulement la marque dans son sens touristique, mais dans le sens territorial. Et je vous le dis, dans ce sens, on ne peut pas réinventer la roue, on peut se créer des identités spécifiques, des marques spécifiques, mais les expériences sont là pour en apprendre. On a parlé d'une expérience tout à l'heure, et là je vais la prendre de son volet marque, qui est l'expérience Helsinki. Comme vous l'avez si bien dit, Helsinki, comme d'autres territoires, c'est un territoire qui est décidé d'uniformiser et d'harmoniser sa communication à travers une marque unifiée où l'ensemble des acteurs institutionnels, du moins, communiquent avec une seule marque. L'équivalent de Moqata'a, je ne sais pas ce que c'est, Helsinki, n'importe quelle administration, l'office de promotion touristique, l'office de promotion de la visite, Helsinki. Et c'est la même marque qui présente partout des caractéristiques qui sont les mêmes partagées partout, mais comme vous le savez très bien, je suis sûr que vous avez des notions dans ce sens, la construction de la marque n'est jamais un chantier facile, dans le sens où, dans ce type de marque que vous avez mentionné, plus territoriale que touristique, il faut une importante volonté qui puisse unifier l'ensemble de ces acteurs. C'est le prérequis numéro 1. Quand j'ai ce prérequis, je commence le lent process de création ou d'amélioration ou de rafraîchissement de la marque du point. Parce qu'elle existe d'une façon ou d'une autre. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, puisque j'ai uni et j'ai ce prérequis sine qua non d'unir l'ensemble des acteurs, je commence mon process. Je fais le diagnostic. Comme vous l'avez si bien dit, dans mon diagnostic, je vais savoir c'est quoi mes richesses, c'est quoi mon infrastructure, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, les menaces, tous les éléments de l'environnement interne, mais aussi de mon environnement méso et macro, qui permettront de mieux me définir et de savoir où est-ce que je suis et qui suis-je. C'est très important de le définir. Par la suite, je vais mettre en place ma stratégie. Et dans cette stratégie, je vais bien définir les contours de ma marque, je vais définir mon identité, je vais définir un naming si c'est nécessaire. C'est-à-dire pour la marque Marrakech, ça va certainement être Marrakech ou pour autre. Mais des fois, il faut aller vers des namings, des noms différents du nom du territoire administrativement parlant. Je vais définir ma signature, je vais définir ma personnalité, parce que n'oublions pas que des marques, ce n'est pas des êtres, c'est des notions inventées par l'humain, certes, mais c'est des notions qui évoluent avec le temps, et quand je définis bien mon identité et ma personnalité, je crée comme pour une personnalité de marque qui s'exprime, qui est présente, qui a des caractéristiques, qui a des valeurs, qui a une projection. Et cette projection, c'est la perception que je veux donner à cet utilisateur de la marque, quel qu'il soit, local, habitant, national, international ou autre. Quand je fais ma stratégie, par la suite, je passe à cette visualisation. Et c'est là où je crée un logo ou autre. Pour arriver à cette troisième phase, il faut faire déjà un chantier gigantesque, rien que pour arriver à la fin, pour faire, voici comment les gens vont identifier cette marque, voici comment ils vont l'identifier. Ça veut dire derrière, quand je vais utiliser ce logo, je vais dire aux gens, voici ma personnalité, voici mes valeurs, voici mes caractéristiques, voici ce que je représente, voici comment vous devez me percevoir, et voici mon positionnement. Je passe à la construction, les campagnes, les outils que je crée. Je passe au suivi et KPI, les indicateurs qui sont là. Moi, exactement. Moi, juste pour qu'on donne une dimension pragmatique de ce séminaire,
j'invite en fait toutes les personnes compétentes, les associations, de travailler sur ce créneau parce que c'est important. Quelle marque on veut communiquer pour Marrakech? Donc, et c'est dans cette transversalité de ce secteur, il y a beaucoup d'intervenants. Et je pense qu'il faut quand même, j'invite les organisateurs de mener une réflexion scientifique en faisant intégrer l'université dans la réflexion scientifique pour la marque, pour quelle marque de Marrakech, et en se faisant aussi interpeller les professionnels de tourisme et aussi les institutions publiques pour enfin donner une marque. Parce que là, on voit par exemple, il y a des marques, par exemple, Oui Casablanca, on a entendu parler de Oui Casablanca, mais ça reste toujours juste on va dire une nomination, mais derrière, il n'y a pas quelque chose de solide. Donc j'espère qu'on travaille sur ce créneau. Je trouve que c'est important, ça va aider la destination de Marrakech à se vendre plus facilement, et ça va aussi fédérer, surtout fédérer tous les acteurs sur une même vision. Merci. Un petit ajout, c'est si vous partez à l'université ici ou ailleurs, vous allez être surpris de trouver qu'il y a énormément de travail, des thèses de doctorat qui se font sur le marketing territorial. Je pense qu'il y a un rôle important à jouer avec les universitaires, effectivement, pour condenser le tout et trouver les bons partenaires. Mais j'ajouterais juste une chose. En fait, justement, je pense il faut rendre à César, comme on dit, ce qui lui appartient. Je pense qu'il y a un travail colossal qui est en train de se faire au sein du Conseil régional de tourisme de Marrakech, le CRT, qui justement travaille sur la marque de Marrakech. Et le prochain intervenant, évidemment, pourra nous en parler, parce qu'il y a un travail, encore une fois, qui se fait d'ailleurs depuis longtemps, qui est en train toujours de se faire. Et parlant de l'université, il y a des partenariats avec l'université Qadéia de Marrakech, qui justement vont dans ce sens-là. À mon avis, moi, ce que je demande, c'est plus de rejoindre justement le CRT, faites partie parce qu'en fait, c'est très bien, ce que vous dites est très important, mais je pense que intégrer le CRT, vous allez voir qu'il y a quand même un travail qui se fait dans ce sens et des résultats. Aujourd'hui, on fait même du benchmark par rapport à d'autres destinations. Il y a un certain nombre de statistiques qu'on partagera bien évidemment avec vous, avec grand plaisir. Enfin, il suffit de le demander. Et puis, c'est quand même l'institution qui fédère l'ensemble des associations dont vous parlez, notre association également, de l'industrie hôtelière, l'association des agences de voyage et autres. Donc, c'est très bien, mais rejoignez le CRT, on travaillera avec grand plaisir ensemble. Si vous voulez peut-être intervenir, on va prendre une dernière question, s'il vous plaît, parce que le temps nous presse un peu. Merci. La question que je me pose dans le marketing territorial, c'est comment segmenter un territoire. Je parle de Marrakech, ça fait qu'il y a un grand territoire, qui a beaucoup de potentialités. Comment segmenter? Ou faut-il segmenter le territoire pour développer une marque? Ou bien il faut travailler sur les différents atouts de la région pour développer le tourisme? Si j'ai bien compris votre question, la question que vous posez, est-ce qu'il faut faire ressortir des marques par rapport aux différents territoires qui sont dans la région? C'est bien ça? Ou il faut faire sortir une seule marque? C'est la complexité. Dans une région diversifiée, comment conjuguer entre les différentes marques et pour développer une marque de la région? Effectivement, c'est une question très pertinente et c'est l'une des difficultés principales qui sont rencontrées chaque fois qu'un chantier de marque est lancé, surtout pour les territoires. Est-ce que je dois toucher la région de Marrakech-Safi? Et automatiquement, quand je touche la région de Marrakech-Safi, est-ce que je dois rester rattaché à ce naming administratif? Là, je dois juste faire dire marque Marrakech. Si je fais marque Marrakech, qu'en est-il de Souera? Qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de ci? C'est un chantier très complexe qui, généralement, ne peut être résolu que par les acteurs locaux à travers les consensus qui se créent. Sans consensus, la marque ne survit pas. Si on fait, dans l'uniformisation de la réflexion, il y a one way to do things, une seule façon de faire les choses, ça ne survit pas. Mais généralement, quand il y a une approche participative pour décider comment vont sortir, c'est quoi les prérequis à remplir pour exiger
à la création d'une marque propre à un territoire ou à un autre, et par la suite, comment cette marque-là va s'intégrer à d'autres, c'est-à-dire une marque régionale, comment elle va s'intégrer avec certains autres territoires qui font partie de la région. C'est un débat assez houleux, mais c'est un débat qu'il faut avoir dans chacune des régions, parce qu'il y a certaines qui décident, selon le contexte qu'ils ont, d'avoir, par exemple, si on prend l'exemple de Marrakech, certaines régions décident de nommer toute la région sur le territoire phare, on va dire, qui le porte-drapeau. Pourquoi? Ils disent l'avantage, c'est qu'on a un porte-drapeau qui est reconnu, on a une marque qui a bien circulé, les gens connaissent le nom, etc., pour ne pas créer de la confusion. D'autres qui sont moins dans cette approche et qui se disent que c'est très important de donner à chacune, de l'équiper d'une identité stratégique pensée, réfléchie, afin de lui donner un positionnement bien particulier et afin de différencier un territoire d'un autre. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas une solution. La solution dépend d'un territoire à un autre et du débat qui se tient entre les opérateurs. Très bien, merci beaucoup, c'est Yahya Bassi pour cette intervention très pertinente et extraordinaire. Merci encore.